Bonjour, je suis Bernard Lorbert, gérant de Maison Créative. Notre activité se concentre sur la rénovation énergétique, l'isolation des bâtiments et l'étanchéité à l'air, avec son corollaire qu'est l'AVMC. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 4 étapes de la réussite d'une bonne isolation, les 3 pièges à éviter, et puis les bonnes pistes pour bénéficier des aides et des financements dédiés à la rénovation énergétique. Isoler, ça paraît tout simple. Mettre un coup de laine de verre, c'est le truc jaune là, une plaque de placo et le tour est joué. Alors si c'est si simple, expliquez-moi pourquoi tous les jours en France on rénove des maisons qui ont été isolées il y a 20 ans, voire parfois 15 ans. Les maçons isolent, les plaquistes isolent, les charpentiers, les couvreurs isolent, tout le monde isole. Mais en fin de compte, personne n'isole vraiment puisque notre pays compte toujours 32 millions d'épaves énergétiques et des dépenses énergétiques qui sont parmi les plus lourdes d'Europe. En France, la consommation énergétique est de l'ordre de 256 kilowatts par mètre carré par an. Ce chiffre ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais sachez qu'en Allemagne, on en est à 72 seulement. En France, les isolants minéraux, laine de verre, laine de roche, sont encore massivement employés, à tel point que dans la tête du français, isoler veut dire mettre la laine de verre. Alors que dans d'autres pays européens comme les pays scandinaves, la Hollande, l'Allemagne, tous ces pays, on n'utilise plus que très peu de laine de verre. On est passé à autre chose depuis bien longtemps. Si donc on continue à croire et à pratiquer que isoler égale laine de verre plus placo, et si chez vous, vous acceptez qu'un artisan fasse ce qu'on fait depuis 30 ans en France, eh bien vous continuerez à payer pour une isolation qui ne dure pas, vous continuerez à payer des frais de chauffage élevés, et vous n'aurez pas le confort que vous êtes en droit d'attendre après avoir dépensé vos sous pour une nouvelle isolation. Alors quelles sont les 4 étapes de la réussite d'une bonne isolation et que veut dire bien isoler? Premièrement, il s'agit de faire un état des lieux précis qui permettra de considérer la rénovation énergétique de votre maison dans sa globalité. Une évaluation énergétique, chaque artisan RGE devrait être en mesure de la faire, ou bien une audite énergétique. En région Bassin-Normandie, nous sommes gâtés car elle est financée à 4/5 par le conseil régional. L'intérêt que vous donnera les bonnes préconisations et que les artisans qui devront réaliser les travaux ne pourront pas faire un travail au rabais en termes de qualité. Deuxièmement, choisir l'isolant le mieux adapté à votre maison. À ce sujet, je vous laisse voir la vidéo suivante. Troisièmement, créer les conditions idéales pour la pérennité de votre isolant, c'est-à-dire une bonne étanchéité à l'air. Là aussi, les produits utilisés, la méthode d'application ne sont pas indifférents. Il est très important de ne pas faire n'importe quoi dans ce domaine. Je vous renvoie à la vidéo concernant ce sujet qui est l'une des vidéos suivantes. Enfin, quatrièmement, il s'agit d'avoir une conception d'ensemble pour la pose, pour que les différents éléments se marient bien. Car il n'y a pas que l'isolant dans une maison. Il faut pouvoir imbriquer toute la partie technique, réseau électrique, tuyauterie, plomberie, dans la structure sans porter atteinte à l'enveloppe étanche, ce qui n'est pas toujours très simple. Alors on va voir un petit peu en détail la première étape qui consiste à faire un état des lieux précis. Là il y a un piège à éviter, c'est de se dire j'ai froid dans cette pièce, j'ai froid dans cette maison, je veux isoler, je fais venir un artisan pour lui demander un devis. Et en fait, c'est une réaction naturelle, je comprends bien, mais il ne faut pas partir comme ça. Isoler est une partie d'un aspect, c'est un aspect de la rénovation énergétique. Il ne faut donc pas foncer tête baissée, mais il faut bien définir ce qu'on va faire, car tellement de questions vont se poser. Quelle partie isolée, par où on commence, par le toit, les combles, les murs, quand est-ce qu'on s'occupe des fenêtres, des points singuliers, des points thermiques, le chauffage, l'AVMC ou pas, etc., etc. Bref, cette foule de questions doit être traitée en relation les unes avec les autres. Et là, l'évaluation ou l'audit énergétique vont répondre à ces questions et permettre de faire un bilan chiffré, un bilan précis en consommation énergétique, car le chaud et le froid, ça se calcule. Elle va donner des préconisations.
chiffrée qui permet de savoir où l'on va. Si on va réussir à atteindre les objectifs fixés par la réglementation technique, qui est d'une consommation de 80 kW par mètre carré par an en rénovation, sachant que ce chiffre est dépendant du climat, donc de la localisation géographique. En Normandie, nous en sommes à 104 kW par mètre carré par an dans la réno. Alors vous allez me dire que tout ça est un petit peu technique, mais c'est bien nécessaire, car si vous ne rentrez pas dans les clous, vous n'aurez pas droit aux aides et au financement, et surtout, si vous ne poussez pas la chose suffisamment loin, vous aurez perdu votre argent à faire des travaux mal placés, soit en faisant de trop, ou trop peu, ou mal, etc. Là, la ligne de partage entre le trop et le trop peu n'est pas toujours évidente, surtout quand on se met à calfeutrer sa maison. Au passage, une question, quelle est la différence entre une évaluation énergétique et un audit? L'évaluation peut être faite par tout artisan RGE ou éco-artisan, pour le client c'est pareil. C'est la solution la plus abordable dans la plupart des cas, suffisant dans le cadre de travaux partiels sur une maison. Vous voulez aménager des combles par exemple, tout artisan RGE devrait être en mesure de faire une évaluation chiffrée au plan thermique. Bon, très peu le font malheureusement, mais c'est déjà cela que vous distinguerez entre un artisan qui veut considérer la rénovation dans son ensemble ou celui qui veut simplement faire un chantier de plus et fournir son carnet de commandes. Après, si vous souhaitez faire des bouquets de travaux, que votre maison suppose une rénovation plus complète, là, faites faire absolument une audit énergétique. L'audit est plus complet, plus fouillé, plus cher aussi, c'est vrai, puisque ça vaut entre 600 et 1200 euros suivant les régions. En Basse-Normandie, nous sommes comblés puisque la région encourage l'audit en donnant un chèque de 800 euros aux personnes qui en font la demande, sans condition de ressources. Et il ne coûte que 960 en tout, donc il reste 160 euros à votre charge. Dès qu'on a affaire à une maison datant d'avant 1990, on a tout intérêt à faire une audit. Voilà, donc retenez, ne vous lancez pas tête baissée, faites faire évaluation audit. Ayez une vision précise de ce qui devra être réalisé sur votre bâtiment, quitte à ce que les travaux s'échelonnent ensuite sur plusieurs années, quitte à ce que cela prenne un peu plus de temps pour la réalisation, aussi en fonction de votre portefeuille. Voilà, deuxième étape, c'est le choix de l'isolant le mieux adapté dans votre cas. C'est un vaste sujet, on en parle dans la vidéo suivante. Troisième étape, créer les conditions idéales pour la pérennité de votre isolant, l'étanchéité à l'air. Là aussi, très vaste sujet. Je vous laisse voir la vidéo dédiée à ce sujet. Visionnez cette vidéo, la chose est essentielle pour comprendre ce qui fait la pérennité d'un isolant. Ce n'est pas tant la qualité intrinsèque de l'isolant, bien que ce soit important, que les conditions dans lesquelles on le fera vivre, et donc les conditions d'application. C'est comme un homme. Si vous laissez vivre un homme toujours dehors, exposé aux intempéries, il vieillira vite et mourra rapidement. Pareil pour l'isolant. Enfin, quatrième étape, une bonne conception d'ensemble pour que les différents éléments structurels puissent bien se marier. Voilà, il faut pouvoir imbriquer toute la partie technique, réseau électrique, tuyauterie, plomberie, etc., dans la structure, sans porter atteinte à l'enveloppe étanche. La préconisation donnée par la directive technique, la DTU, est d'intégrer les circuits à l'intérieur de l'enveloppe étanche, le but étant d'éviter les passages fréquents à travers la membrane d'étanchéité. La meilleure solution est de créer un espace technique qui puisse accueillir ces réseaux. On assurera ainsi plus facilement l'étanchéité à l'air, ce sera moins de travail, donc moins de frais. Ça évitera à l'électricien de devoir mettre en œuvre des boîtiers étanches, même si la plupart le sont aujourd'hui, mais bon, c'est un peu moins de frais aussi. Alors comme la création de ce vide technique va prendre un petit peu de place sur l'habitat, il convient de le réduire au minimum, donc de le rendre variable, suivant les besoins. Ce qui veut dire que sur certaines parois, il n'aura que 30 mm d'épaisseur par exemple, alors que sur d'autres, il en aura un peu plus. C'est juste une question d'anticipation. Voilà pour les 4 étapes d'une bonne isolation. Voyons maintenant les 3 pièges à éviter. Alors le premier piège à éviter, c'est ne pas savoir ce qu'on fait. Ou penser que poser un isolant, c'est tout bête. Alors mettre des panneaux d'isolant, c'est une manœuvre simple, on est d'accord. Mais savoir quelles seront les conséquences de ce qu'on fait, ça c'est beaucoup moins simple. En posant un isolant, vous confinez votre local, vous confinez votre maison.
Et donc, vous créez une source potentielle de problème. Une paroi, une structure. Il faut que les différents éléments de la structure soient compatibles entre eux, soient positionnés de telle façon que l'humidité rentre le moins possible et dans tous les cas puisse s'en échapper. Alors, voilà pour le principe. Après, dans l'application, il faut connaître les caractéristiques et les réactions de chaque élément et œuvrer en fonction. Donc il est nécessaire de savoir ce qu'on fait. Pourquoi on prend tel isolant, où on le met et comment on le pose. Deuxième erreur, deuxième piège plutôt à éviter, c'est de s'informer pour ces questions-là auprès des marchands ou auprès des vendeurs de grandes surfaces de bricolage. Ce n'est pas leur métier. Ils n'ont qu'une connaissance superficielle du monde de l'isolant et de toute façon, ils ne connaissent que ce qu'ils vendent, donc c'est pas le bon endroit. Troisièmement, troisième erreur, troisième piège à éviter, c'est de ne regarder que la dernière ligne du devis. Ne vous décidez pas en fonction du prix. Le moins cher est le plus cher, dit-on, et dans ce domaine-là, plus qu'ailleurs. Quand on va au moins cher, on va refaire dans quelques années. Repartez, refaites ce qu'on fait depuis 30 ans en France, vous allez repartir tous les 15 ans, tous les 20 ans, vous allez rechanger. Et là, ça devient la solution la plus onéreuse. Et puis, entre-temps, vous n'aurez pas de vrai confort. Et ce sera une solution pas rentable. Enfin, dernier point, les aides à la rénovation énergétique. C'est un domaine qui évolue beaucoup. Je ne vais donc pas m'avancer ici à vous donner des informations concrètes, mais je vais me borner à vous indiquer où vous pourrez trouver les informations actualisées. Alors, il y a tout d'abord le site de l'ADEME, sur lequel vous trouverez les informations, je vais dire en temps réel. C'est là que c'est le plus clair. Mais c'est généraliste, voilà, c'est un listing des aides possibles. Après, vous pouvez vous adresser à des points info-énergie où vous pourrez recevoir des conseils personnalisés. Leur mission est de conseiller et d'aider pour obtenir les aides, pas pour juger du contenu d'un devis, attention. Pour la région Basse-Normandie, vous trouverez la liste des points info-énergie à l'adresse web qui apparaît derrière moi. Dernier point concernant les aides, sachez que l'ANA aide aussi, sans doute qu'en tapant sur internet, vous trouverez assez rapidement qu'effectivement l'ANA propose des aides pour des projets de rénovation. Monter un dossier n'est pas une mince affaire, mais ça se fait. Le problème n'est pas là. Le problème réside dans le fait que l'ANA épuise rapidement ses ressources en début d'année et oblige les bénéficiaires à attendre l'année suivante pour recevoir les subsides. En attendant, comme l'ANA ne finance pas directement le client mais verse ses subsides aux entreprises, ce sont elles qui avancent la trésorerie. Si donc vous voulez vous faire aider par l'ANA, il faudra trouver un artisan, une entreprise qui soit prête à jouer au banquier. Pas évident. Bien, je vous retrouve dans la vidéo suivante où nous allons parler des isolants. A tout de suite.